Nous commençons avec une blague. Ce n'en est presque pas une. Le tout nouveau missile de croisière de la Russie fonctionne avec un moteur à réaction que vous pouvez ajouter à votre panier sur AliExpress. Ce n'est pas une contrefaçon, ni une pièce récupérée sur un avion abattu. Au contraire, c'est un vrai produit, en vente immédiate, à l'origine conçu pour des avions miniatures de modélisme. Les ingénieurs russes ont pris ce moteur et l'ont fixé à une ogive. Et en une seule nuit, une équipe de défense aérienne ukrainienne en a abattu un avec un canon antiaérien plus vieux que la plupart de leurs grands-parents. Voici l'histoire du S-8000 Banderol, ou comment une industrie de défense à court d'argent a fabriqué un missile à partir de pièces trouvées dans les magasins de modélisme du monde entier, et comment l'Ukraine le fait tomber du ciel avec du matériel de la guerre froide. Commençons par expliquer ce qu'est réellement le Banderol, car il ne rentre pas parfaitement dans les catégories auxquelles nous sommes habitués. La famille des missiles de croisière russes a traditionnellement inclus des engins comme le KH-101, le 3M14 calibre ou le 9M727, utilisés dans le système Iskander-K. Ce sont des armes coûteuses, conçues spécialement dans des bureaux d'études dédiés, produites en quantité relativement limitée et réservées à des frappes de grande valeur. Le Banderol, c'est pratiquement l'opposé de cela. Il a été développé par Kronstadt, une entreprise qui n'est pas du tout spécialisée dans les missiles, mais qui est le fabricant du drone Orion russe, un aéronef sans pilote, de moyenne altitude et de longue endurance. Kronstadt a repris le concept de véhicule aérien sans pilote et l'a essentiellement militarisé pour en faire une arme de frappe à réaction, jetable. Le résultat est quelque chose qui se situe entre un drone kamikaze et un missile de croisière classique, plus proche dans l'esprit des drones propulsés par fusées ukrainiens que de tout ce qui existe dans la lignée des anciens missiles de croisière russes. En ce qui concerne les spécifications, le drone est petit, mais il a une puissance de frappe considérable. Le Banderol croise à environ 600 km/h, avec une vitesse maximale annoncée autour de 650 km/h. C'est suffisamment rapide pour dépasser les systèmes d'armes que l'Ukraine utilisait traditionnellement contre les drones de type Shahed, plus lents. Son autonomie serait également respectable, atteignant jusqu'à 500 km, ce qui suffit pour frapper loin derrière la ligne de front, à partir d'un point de lancement situé en territoire occupé, ou dans l'espace aérien russe. L'ogive utilisée pour cette arme est à fragmentation hautement explosive, avec le renseignement militaire ukrainien, ou HUR, indiquant un poids d'environ 114 kg, bien que certains rapports évoquent un poids allant jusqu'à 150 kg. Dans tous les cas, ce n'est pas une arme conçue pour détruire un bunker renforcé. Elle est conçue pour déchiqueter des cibles non protégées, comme des installations radars, des dépôts logistiques, des immeubles d'habitation, ou tout ce qui ne nécessite pas une bombe anti-bunker dédiée pour être neutralisé. La principale plateforme de lancement de cette arme est le drone Orion lui-même, et Kronstadt travaillait apparemment à l'adapter pour un lancement depuis les hélicoptères d'attaque Mi-28N également. Ce qui offrirait à la Russie un second mode de lancement, avec un temps de préparation beaucoup plus court. Mais ce qui rend réellement le Banderol digne d'intérêt, c'est pas la cellule. Au contraire, il faut se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur. En mai 2025, le renseignement de la défense ukrainienne a publié une analyse technique du missile sur son portail War and Sanctions dans la section des composants d'armes, après avoir examiné des exemplaires intacts récupérés lors de frappes près d'Odessa. Ce qu'ils ont découvert ressemblait moins à un missile guidé de précision qu'à un assemblage de pièces provenant de la moitié de l'industrie électronique grand public. Le moteur qui propulse cet engin dans le ciel s'est avéré être un Swin SW800 Pro. Un turboréacteur fabriqué en Chine, initialement conçu pour de grands modèles réduits d'avions et des jets radiocommandés. Il était vendu commercialement, ouvertement, pour environ 16 000 $. Et oui, il est répertorié sur AliExpress. Le reste de la liste des pièces est du même acabit. HUR a identifié le module de télémétrie comme étant probablement un RFD 900X, une unité soit provenant directement d'Australie, soit produite comme un clone chinois du modèle australien. Le système de navigation inertielle serait d'origine chinoise, associé à un récepteur satellite Cometra M8, fabriqué en Russie. C'est la même technologie d'antenne résistante au brouillage que la Russie installe sur ses drones Giran, dérivés du Shahed, ainsi que sur ses kits de bombes planantes UMPK et UMPB. Les servomoteurs, ou petits moteurs qui déplacent les surfaces de contrôle, étaient des unités sud-coréennes Dynamixel MX-64AR, également disponibles sur le marché. Et disséminés dans l'électronique, on trouve environ 20 types distincts de micropuces, provenant de fabricants des États-Unis, de Chine, de Suisse, du Japon et de Corée du Sud. Mais comment une entreprise russe, sous sanction, parvient-elle à se procurer des pièces provenant d'autant de pays, fabriquées ouvertement par des sociétés qui, vraisemblablement, ne souhaitent pas que leurs produits se retrouvent dans des missiles de croisière tirés sur Kiev? Selon le HUR, la plupart des composants électroniques sont passés par un seul point de distribution, un grossiste russe en électronique appelé Chip and Dip, l'un des plus grands distributeurs nationaux du pays.
À partir de là, des rapports antérieurs des services de renseignement ukrainiens décrivent un réseau d'évasion des sanctions qui fait transiter ces importations par des pays intermédiaires. Cela inclut l'Arménie, le Kazakhstan, la Chine, la Turquie et les Émirats arabes unis, qui utilisent toutes des sociétés écrans pour dissimuler la trace documentaire avant que les pièces n'atteignent une chaîne de production russe. Ce rapport est basé sur une analyse de sources ouvertes, plutôt que sur une conclusion confirmée par le gouvernement, mais le schéma correspond à une tendance plus large avec laquelle l'application des sanctions occidentales lutte depuis des années. À savoir que les composants électroniques à double usage sont difficiles à contrôler, une fois qu'ils deviennent des produits de base, vendus à grande échelle au grand public. Il y a aussi un aspect financier dans cette histoire. Kronstadt, l'entreprise qui construit le banderole, n'a pas vraiment été un modèle de stabilité d'entreprise. Dans un rapport d'août 2025, l'entreprise faisait face à une possible faillite, avec environ 40 procès, totalisant près de 7,7 millions de dollars, intentés contre elle en l'espace de 3 mois, et aucune voie claire de restructuration au moment de ce rapport. Cela complique l'image d'une machine de guerre efficace et à bas coût, car même la solution économique de la Russie pour la capacité de frappe de précision semble reposer sur des bases financières fragiles. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Alors, quand cet engin est-il réellement apparu sur le champ de bataille, et à quelle fréquence la Russie l'utilise-t-elle réellement? L'un des premiers rapports concernant le banderole signalait le banderole sur le site d'essai russe de Kapustin-Yar, à la fin de 2024, avant son intégration dans les frappes combinées de missiles et de drones russes. Depuis lors, il est devenu un élément récurrent dans certains des plus grands bombardements de la guerre. Les forces russes auraient utilisé des munitions banderole lors de la frappe de mai 1026, qui comprenait également le missile Oreshnik. Depuis, l'arme a été utilisée lors d'attaques à grande échelle, avec des rapports directs indiquant que des témoins ont entendu les moteurs de ces drones au-dessus de leur tête. Donc, ce n'est même plus une arme expérimentale rare. Elle est intégrée à la doctrine de frappe massive de la Russie, aux côtés des Shahed, des calibers et des missiles balistiques. Et ce rôle dans les frappes massives, c'est précisément ce qui rend le banderole dangereux, d'une manière différente d'un missile de croisière conventionnel. Une évaluation d'avril 2025, basée sur l'avis d'un expert, analyste en source ouverte, a indiqué que la propulsion à réaction du banderole lui confère une vitesse sans commune mesure avec celle d'un drone traditionnel. Cela signifie que les mitrailleuses terrestres classiques, du type utilisé par les équipes mobiles ukrainiennes pour abattre les drones Shahed plus lents, ne peuvent tout simplement pas suivre et engager efficacement ce drone. Pour le contrer, il faut des systèmes spécialement conçus pour suivre des cibles rapides et manœuvrantes, généralement des plateformes guidées par radar, comme le canon antiaérien automoteur Gepard, fourni par l'Allemagne. C'est le problème tactique central du banderole. Il est suffisamment rapide pour passer à travers les défenses anti-drones bon marché que l'Ukraine a mis 3 ans à mettre en place, ou suffisamment bon marché pour que la Russie puisse se permettre d'en perdre un nombre significatif dans le processus. Il est également plus maniable que les anciens missiles de croisière russes, ce qui compte face aux systèmes de défense aérienne statiques, qui sont conçus pour prédire des trajectoires de vol plus conventionnelles et rectilignes. Ce qui nous amène au rebondissement de cette histoire. À la mi-juillet 2026, la 121e brigade séparée de défense territoriale d'Ukraine a abattu 2 cibles aériennes russes, dont un banderole, à l'aide de canons antiaériens Bofors L-70 de 40 mm. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, le Bofors L-70 est un canon antiaérien conçu en Suède qui est apparu pour la première fois en 1947 et est officiellement entré en service en 1951. Et il est utilisé par des armées du monde entier, sans interruption depuis.
On parle d'un système d'armes qui, selon l'unité spécifique, a environ 70 ans, avec une cadence de tir généralement estimée entre 240 et 330 coups par minute, et une portée efficace contre des cibles aériennes d'environ 4000 mètres. Plus précisément, les canons utilisés par la 121e brigade n'avaient subi aucune modification majeure, à part des systèmes de visée améliorés. Ce qui signifie que les équipages font très probablement cela, avec un pointage en grande partie manuel, en suivant un missile à réaction avec un canon conçu avant l'existence des systèmes de contrôle de tir numérique modernes. C'est particulièrement remarquable, car d'autres opérateurs ont pris la direction opposée, avec ce même canon. Certains pays ont associé le L-70 à un contrôle de tir radar et à un suivi automatique des cibles, le transformant en un système de défense de pont, beaucoup plus moderne. Les unités données à l'Ukraine, du moins selon les rapports, sont la version la plus basique. La Lituanie a livré le premier lot de ses canons à l'Ukraine en février 2023, avec des canons supplémentaires fournis plus tard par les Pays-Bas. Donc c'est même pas une arme que l'Ukraine a construite ou entretenue, mais un surplus de l'OTAN, datant de la guerre froide, réutilisé pour combler une lacune très contemporaine en matière de défense aérienne. Il vaut maintenant la peine de s'attarder un instant sur l'autre missile qui a été abattu cette semaine-là, car le contraste raconte sa propre histoire, le Kh-59. Ou comme l'OTAN l'appelle, l'AS-13 King Bolt est une conception bien plus ancienne que la banderole, remontant au développement soviétique dans les années 1970 et 1980, aujourd'hui produite par la Tactical Missiles Corporation russe. Selon la variante exacte, elle a une portée comprise entre environ 115 et 290 km, une vitesse maximale allant de 900 à un peu plus de 1000 km/h, et une ogive d'environ 300 kg, ce qui signifie qu'elle est nettement plus lourde que les banderoles. Son guidage est un mélange de navigation inertielle pour la phase de vol intermédiaire, et une caméra de télévision dans le nez, qui permet à un opérateur à bord de l'avion de lancement d'identifier visuellement et de verrouiller la cible lors de l'approche finale. En d'autres termes, le Kh-59 est véritablement une arme de précision à l'ancienne, nécessitant un opérateur qualifié, surveillant un flux vidéo au moment critique. Le banderole, en revanche, est en grande partie autonome une fois lancé, guidé par GPS et inertiel, et conçu pour être suffisamment bon marché pour que la perte d'un exemplaire face à un canon antiaérien vieux de 70 ans ne pèse quasiment rien dans le bilan de production de la Russie. Même semaine, même brigade, même canon, mais deux philosophies complètement différentes sur la façon de construire un missile. Il convient également de noter que l'histoire du Bofors n'est pas le seul succès de la défense aérienne ukrainienne face à ce type de menace de saturation. Le même rapport a indiqué qu'un seul système Skynet ukrainien a détruit 12 cibles aériennes russes lors d'un seul engagement, dont un missile de croisière et 11 drones de type Shahid. Voilà ce que permet d'avoir une unité de défense aérienne allemande moderne à guidage radar, conçue spécifiquement pour abattre des cibles rapides, petites et volant à basse altitude, surtout lorsque la Russie utilise des drones issus d'usines commerciales. Mettez ces deux histoires côte à côte, et vous obtenez un aperçu assez honnête de la façon dont l'Ukraine défend réellement son espace aérien en ce moment. Pas avec un système miracle, mais avec un patchwork. D'un côté, il y a un canon allemand de pointe guidé par radar. De l'autre, vous avez une antiquité suédoise à visée manuelle. Les deux font le même travail fondamental, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de systèmes modernes pour tout couvrir en même temps, et plus important encore, à peu près au même moment. Une vidéo partagée par un analyste en source ouverte, utilisant le pseudonyme Special Curson 4, semblait montrer un drone russe Orion, la même plateforme qui transporte le banderole, en train de brûler dans un champ en Crimée occupée, après avoir apparemment été détruite par son propre camp, plutôt que par une action ukrainienne. Des chercheurs ont géolocalisé l'épave dans un village appelé Ivanivka, à environ 13 km de Kourch et à 11 km de l'aérodrome. Ces drones opèrent généralement à partir de là. La vidéo correspond à l'image plus large d'un programme d'armement construit rapidement, à moindre coût et sous la pression des sanctions. Parfois, il fonctionne suffisamment bien pour percer les défenses de Kiev lors d'un barrage de plus de 500 armes. Et parfois, il semble tomber du ciel, du côté même de sa propre ligne de front. Alors pourquoi tout cela est-il important ? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et elles vont au-delà du simple fait qu'un canon antiaérien de musée a battu un missile à réaction dans un affrontement direct. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire. Nous vous apportons des nouvelles de la géopolitique mondiale, et couvrons parfois des événements qui pourraient sembler sortis d'un roman, comme cette histoire-ci. Revenons à la façon dont le banderole s'inscrit exactement dans le contexte plus large de la guerre. Tout d'abord, cette arme est une étude de cas sur l'effet réel de la pression des sanctions sur une économie en temps de guerre. On ne peut pas arrêter complètement la production d'armes. Mais à la place,
Le ou les pays concernés se tournent de plus en plus vers l'improvisation. La Russie ne peut pas facilement se procurer les optiques de précision, l'électronique durcie contre les radiations ou les turboréacteurs spécialement conçus qui entreraient dans la fabrication d'un missile de croisière haut de gamme traditionnel, et ce, au volume dont elle a besoin. Alors à la place, elle construit un missile à partir de pièces détachées. Théoriquement, n'importe qui avec une carte de crédit et un compte AliExpress pourrait acheter les éléments un par un en les faisant transiter par des pays intermédiaires et des distributeurs. En gros, pour brouiller les pistes. C'est le signe d'un complexe militaro-industriel qui s'adapte à la pénurie en se tournant vers le marché de masse. Et cela oblige les gouvernements occidentaux et les régimes de contrôle des exportations à prendre conscience de la porosité des chaînes d'approvisionnement en électronique grand public. Lorsque l'utilisateur final a suffisamment de patience pour dissimuler la trace de l'achat en le faisant passer par 2 ou 3 pays intermédiaires. Deuxièmement, il y a l'équation des coûts de cette guerre. Et ici, il est utile d'associer des chiffres aux armes que nous mentionnons sans cesse. Les estimations pour le KH-101 russe varient énormément selon la source des rapports. Les analystes ukrainiens et occidentaux l'estiment entre environ 1,2 million de dollars pour la fourchette basse et jusqu'à 13 millions de dollars pour la fourchette haute. Le calibre se situe dans une fourchette tout aussi large, généralement estimée entre 1 million et 6 millions de dollars, selon qu'il s'agisse d'une version d'exportation ou domestique. Un drone standard de type Shahed 136, en revanche, est généralement estimé entre 20 000 et 50 000 dollars. Les évaluations des services de renseignement ukrainiens concernant les versions produites localement par la Russie ont atteint jusqu'à 70 000 dollars. Nous restons prudents avec tous ces chiffres, délibérément, parce que, contrairement à la liste des composants du banderole, ces estimations plus larges du coût des missiles sont contestées et non vérifiées. Les contrats et les sources divergent ouvertement entre eux d'un facteur de 5 voire de 10. Mais même en prenant l'extrémité la plus prudente de chaque fourchette, un missile construit autour d'un moteur à réaction pour amateurs de 16 000 dollars et de servomoteurs et batteries de qualité grand public se rapproche bien plus du côté des drones dans cette comparaison que du côté des missiles. Cela signifie que la Russie peut produire et utiliser ces engins à un volume qui serait impensable pour quelque chose comme le KH-101, et les intégrer dans des frappes massives, spécifiquement conçues pour submerger la défense aérienne ukrainienne par le simple nombre de menaces simultanées, plutôt que par la sophistication d'une seule arme. Le banderole n'essaie pas d'être le missile le plus sophistiqué du ciel, il essaie d'être une menace rapide de plus dans une salve qui inclut déjà les Shahed. C'est aussi là que la question « est-ce un drone ou un missile ?» cesse d'être pédante et commence à vraiment compter pour la façon dont l'Ukraine construit sa défense. La Russie a mené la même expérience sur sa ligne de Shahed que celle qu'elle a menée sur le banderole, en fixant des moteurs à réaction sur ce qui était autrefois de simples munitions rôdeuses à hélice. Cela a permis de produire des variantes, comme la Geran 3 et la Geran 5, qui peuvent, selon les rapports, atteindre des vitesses d'environ 500 à 600 km/h. Cela les placerait clairement dans la catégorie des missiles de croisière. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, a décrit l'effet de manière directe, en disant que sur le radar, l'une de ces variantes à réaction apparaît comme un missile de croisière, rien qu'à cause de ses paramètres de vol, simplement en raison de sa vitesse. Cela détermine quel intercepteur le commandant de batterie ukrainien choisit, et les intercepteurs n'ont pas le même prix. Un seul AIM-120 AMRAAM. Le missile que les batteries NASAM sont utilisées pour abattre les drones Shahed plus lents coûte entre 500 000 et 1 million de dollars par tir. Un intercepteur Patriot Pack 3 coûte plutôt autour de 4 millions de dollars, lorsqu'un moteur de 16 000 dollars vous oblige à dépenser entre un demi-million et plusieurs millions de dollars juste pour l'abattre. Le rapport de coût est tout l'intérêt de cette arme, que vous la classiez comme drone ou comme missile. Il faut aussi préciser que l'Ukraine joue exactement au même jeu, mais dans l'autre sens. Le drone missile Polarnitsia de l'Ukraine, utilisé pour la première fois au combat en août 2024, pèse environ 320 kg, avec une ogive d'environ 100 kg. Il décolle grâce à un propulseur à carburant solide avant que son turboréacteur ne prenne le relais, et il est rapporté qu'il atteint des vitesses allant jusqu'à 900 km/h, avec une portée d'environ 650 km. Ceci est presque comparable au KH-101. Les responsables ukrainiens ont estimé son coût unitaire à moins d'1 million de dollars, et certaines estimations ukrainiennes sont encore plus basses. Pourtant, son programme frère, le Peklo, serait encore moins cher à fabriquer que le drone d'attaque longue portée LUT de l'Ukraine, qui lui-même coûtait environ 200 000. Tout en atteignant des vitesses allant jusqu'à 700 km/h, et une portée d'environ 700 km. Les développeurs affirment qu'il comporte jusqu'à 70 composants, produits localement. En d'autres termes, les deux camps ont conclu indépendamment que la façon la plus rapide de combler l'écart entre un drone bon marché et un missile coûteux est simplement de construire quelque chose qui se situe entre les deux. Et que celui qui pourra produire plus rapidement cette classe hybride aura l'avantage dans cette course aux armements particulière. Troisièmement, les armes sont importantes parce qu'elles obligent l'Ukraine à mener une guerre défensive asymétrique sur deux niveaux technologiques très différents en même temps. D'un côté,
l'Ukraine met en place de véritables systèmes de pointe, des Gépard allemands spécialement conçus pour suivre des cibles à manœuvre rapide. Et, comme nous l'avons vu ailleurs, des premiers systèmes de lutte anti-drone à base de laser. De l'autre côté, lorsque les systèmes modernes ne sont pas disponibles en quantité suffisante, les équipages ukrainiens utilisent tout ce qui fonctionne, y compris des canons antiaériens vieux de plusieurs décennies, donnés par d'autres pays. Avec guère plus qu'une mise à niveau de la visée, un Bofors L-70 peut encore abattre un tel engin. Un missile à réaction, datant de 2026, n'est pas vraiment une histoire d'ingénierie de la guerre froide, en avance sur son temps. C'est avant tout une histoire de défense aérienne. Au final, tout dépend de la capacité de l'équipage à suivre, viser et placer des tirs devant une cible avant qu'elle n'arrive. Et de la façon dont les moyens de défense aérienne de l'Ukraine ont dû être étirés à l'extrême pour couvrir toutes les altitudes, vitesses et profils de vol que la Russie continue de lancer contre elle. Si on met tout cela ensemble, et le banderole nous en dit plus sur la direction que prend la technologie des armes dans cette guerre. La frontière entre drones et missiles de croisière est en train de disparaître. Ce qui était autrefois deux catégories distinctes, avec deux doctrines de défense distinctes, est en train de s'effondrer en une seule catégorie de munitions, rapides, bon marché, à réaction ou à hélice, guidées par GPS et inertie, qui peuvent être fabriquées en grande partie à partir de pièces du commerce. Les programmes ukrainiens Polarnitsia et Peklo suivent essentiellement la même idée, mais dans le sens inverse. Celui qui pourra construire ses engins plus rapidement et à moindre coût, et celui qui pourra adapter sa défense aérienne le plus vite, aura un avantage dans la prochaine phase de ce combat. Pour l'instant, dans ce duel particulier, c'est le vieux canon ukrainien qui l'emporte. Et cela est également remarquable, car cela suggère que nous n'avons pas encore fini de voir des armes qui, selon toute logique, devraient être obsolètes. La ligne de front en Ukraine est essentiellement un diorama d'armes de différentes générations technologiques, montrant à quel point chaque petit avantage, chaque ingéniosité et chaque adaptation peuvent être importants. Mais l'Ukraine a encore d'autres atouts dans sa manche. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et assurez-vous de rester abonné à l'émission militaire pour rester informé des derniers développements sur la ligne de front.